Quelqu'un qui doit avoir un téléphone qui fait de la musique. Ouais, il faut couper les téléphones, s'il vous plaît. J'aime bien. Est-ce que vous aimeriez que ça arrive là-bas? Super. Moi, je vais gérer Zoom. Ménel va gérer Facebook. Et on est en direct sur Facebook. On n'a Voilà. pas droit à l'erreur. Non, pas droit à l'erreur. Attention à ce qu'on dit. Eh ben, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui à la librairie à soi. Merci, ma chère Nadia, d'être avec nous, d'avoir fait le déplacement pour nous rencontrer. Juste pour rappel, donc, je vais présenter rapidement l'association Femmes et Diversité. Ensuite, je vais présenter rapidement, et puis ensuite, je démarrerai avec les questions. Donc, n'hésitez pas à garder vos questions pour la fin de notre échange. Et dans un premier temps, Femmes et Diversité, c'est une association que j'ai créée en 2019 et qui souhaite proposer un changement de regard sur la place des femmes et de la diversité dans notre société à travers l'image et les récits inspirants. Et donc, on le fait à travers un long métrage, un film documentaire, une collection de portraits de femmes inspirantes que j'ai appelée Paroles de femmes et une parenthèse littéraire. Donc, depuis le premier confinement, tous les mois, j'invite une écrivaine à venir nous parler de son ouvrage et à venir échanger avec nos publics. Donc, Nadia Ferrouki, tu es photoreporter depuis plus de 20 ans et auteur de cet ouvrage, Les Matriarches, publié aux éditions Albin Michel en 2021. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. De l'Amérique latine à l'Asie, en passant par l'Afrique, pendant 10 ans, tu es allé à la rencontre des communautés où la transmission des pouvoirs se fait par les femmes. Ce sont des sociétés dites matrilinéaires. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail de terrain? Alors, j'ai grandi avec une sœur très féministe, très engagée dans diverses causes. D'une part, les femmes et d'une autre, la Palestine. Et moi, en grandissant, c'est vrai que j'étais pas très, voilà, j'étais dans une autre dimension, donc voilà, j'étais pas vraiment là-dedans, je me rendais pas vraiment compte de l'importance de tout ça. Et puis, bon, je suis devenue photoreporter à un moment donné. Et là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à diverses causes. Et c'est comme ça que je suis venue un peu sur les femmes. Je suis tombée sur un documentaire sur les Mosso, dont on parlera tout à l'heure, en Chine, donc société matrilinéaire, et ça m'a intriguée. Donc, du coup, j'ai commencé un petit peu à faire des recherches là-dedans. Et voilà. En tout cas, l'influence, c'est mon modèle, on va dire, ça a été ma grande sœur. Tu écris, ce qui fait la particularité de ces communautés, c'est que les femmes forment l'ossature de la société et que leur rôle central féminin est respecté en tant que tel. C'est comme s'il n'y avait pas de rivalité avec les hommes. Donc, c'est la différence entre matrilinéaire et matriarcal. C'est quoi la différence? Bah, déjà, moi, quand j'ai commencé ce travail, j'étais partie sur donc, le matriarcat. Et c'est vrai que c'est ce terme qui est plus connu par le grand public. Et j'ai eu la chance de rencontrer Françoise Héritier, qui est une anthropologue que vous connaissez peut-être, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais qui m'a guidée. Donc j'ai été à sa rencontre plusieurs fois. Et elle m'a un peu dirigée vers donc toute voilà comment dire enfin, elle m'a dit qu'elle a précisé un petit peu ce que ça voulait vraiment dire. Alors matriarcat, vous savez que quand on dit matriarcat, ça veut dire on imagine que c'est une société où la femme a le pouvoir, comme c'est le cas dans une société patriarcale. Or, il faut faire attention avec ce terme parce que c'est un terme autour duquel il y a beaucoup de polémiques, parce que d'un côté, il y a une école, il y a certains scientifiques qui disent que matriarcat n'a jamais existé, et d'autres qui disent qu'il a existé. Alors voilà, après, qu'est-ce que veut dire matriarcat aussi? Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est juste une partie du pouvoir? Et donc, elle m'a plus dirigée vers le terme matrilinéaire, qui est donc plus juste, enfin, entre guillemets, en tout cas pour elle. Et moi, j'ai suivi un petit peu son cheminement. Et c'est vrai que dans la matrilinéarité, tel que le mot l'indique un peu, c'est donc la transmission passe par la voie féminine. Donc, c'est la mère qui transmet les biens, les terres, etc., aux filles uniquement et pas aux garçons. Voilà. Et puis c'est vrai que dans matriarcat aussi, on suppose que, comme je disais tout à l'heure, que c'est l'homme qui détient, enfin que c'est des sociétés où du coup la femme a tout le pouvoir, sauf que dans des sociétés matriarcales ou matrilinéaires,
Il n'y a pas de question de plus de pouvoir, il y a un certain équilibre où chacun a un petit peu son rôle et la femme a pour le coup une place quand même très centrale. C'est vrai qu'en découvrant ton livre, on s'aperçoit qu'il y a des sociétés où il y a des sociétés polygames qui coexistent avec des communautés matrilinéaires. C'est super intéressant finalement de voir que les sociétés structurées par des femmes peuvent coexister avec des structures un peu sexistes, on va dire, ou misogynes. Bah, c'est-à-dire que, par exemple, en Grande Comore, ce qui est intéressant, qui est donc une communauté musulmane, là, la polygamie, elle est répandue. Chez chaque, donc, mais par contre, la transmission passe aussi par la mère. Donc, c'est toujours la fille qui hérite donc la maison. Et un homme qui a plusieurs femmes doit chaque femme doit avoir sa propre maison et c'est lui qui allait d'une maison à une autre. Alors, ces communautés ont réussi à résister malgré, voilà, donc elles sont dans un, parce qu'en fait, c'est toujours des micro-sociétés dans un pays patriarcal, dans un monde patriarcal, et à travers toutes ces générations. Donc, par exemple, chez les Mosso en Chine ou en Indonésie ou au Mexique, ça fait plus de 2000 ans que ces communautés existent, toujours encore, et elles ont survécu. Donc, un monde patriarcal, la religion monothéiste aussi, qui sont quand même des religions patriarcales, il faut le dire. Et puis aussi, après, aujourd'hui, c'est encore d'autres problèmes, la mondialisation, etc. Donc voilà, elles sont toujours là à résister au mieux. Justement, moi j'ai découvert qu'il y avait donc la matrilinéarité, il y a aussi la matrifocalité, la matrilocalité, enfin il y a d'autres termes. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les spécificités de cette Alors, il y a sélection? plusieurs termes, effectivement. Donc, matrilinéaire, donc on a dit, c'est la transmission donc, par la mère à la fille directement. Matrilocale, c'est lorsque l'homme quitte son clan pour s'installer dans le clan de sa femme. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple des Mosso en Chine. Donc, encore une fois, c'est toujours des petites sociétés au sein d'un pays. Hein, c'est jamais un pays entier. Et donc là, par exemple, chez les Mosso, le mariage n'existe pas. Alors, il n'y a que chez eux hein, que c'est comme ça, parce qu'il faut aussi savoir, petite parenthèse, qu'il y a ce fil conducteur de la femme qui détient une place importante dans sa communauté, mais chaque communauté a ses propres particularités. Attends. Vas-y, vas-y. Pardon. Oui, oui, Ah, alors on parlait des spécificités justement de ces sociétés matrilinéaires. C'est vrai que moi, celle qui m'intéresse, enfin celle qui ouvre le bal, on va dire, c'est les Mosso, avec cette très très belle photo de la Dabu ou la Dabou, de la Dabou. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment chouette de savoir qu'en Chine, enfin, dans cette communauté, la Dabou, qui est la doyenne de la communauté, elle a le pouvoir de la terre, de transmettre les savoirs, etc. Et ça permet de rééquilibrer un peu cette question de jeunisme qui est très présente en fait dans nos sociétés contemporaines et qui asphyxie un petit peu le rôle de la matriarche, enfin de la mère, de la c'est vrai que doyenne. dans notre société enfin, occidentale, peut-être, je ne sais pas si on peut dire comme ça, on est dans une période, effectivement, où tout ce qui est jeune est très célébré et les vieux, finalement, les personnes âgées, on les met voilà, alors que c'est, tu l'as dit, quoi, c'est des gens qui sont importants, qui toute leur expérience de vie, tout ce qu'ils peuvent transmettre. Et chez les Mosso, effectivement, c'est la parole de la personne âgée, quoi. C'est la sagesse, c'est elle qui partage aussi les tâches par rapport aux terres, c'est elle qui transmet la terre, c'est aussi elle qui transmet donc l'héritage, c'est elle aussi qui partage les biens, c'est-à-dire l'économie familiale. Donc, elle a une place effectivement très, très, très importante. Ouais. Et justement, chez les Mosso, le mariage n'existe pas. Voilà. Mais ça crée aussi des travers, puisque dans la société chinoise, enfin, je veux dire, c'est... Eux, ils voient ça comme une forme de prostitution parce que, si tu veux, comment dire, lorsque ils se rencontrent, ils s'unissent le temps qu'ils s'aiment. Donc ça peut être une nuit, 6 jours, 10 mois, 10 ans, enfin voilà, vraiment le temps. Et donc c'est donc matrilocal, c'est-à-dire que c'est l'homme qui quitte son foyer, donc qui quitte le foyer de sa mère ou de sa sœur pour s'installer dans le foyer de sa bien-aimée.
Et donc, le temps qu'ils restent ensemble, et ensuite, ils quittent lorsqu'elle ne veut plus ou que lui ne veut plus. Voilà. Donc, il y a pas de pacte de mariage, ça n'existe pas chez eux. Et c'est comme ça depuis 2000 ans. Il y a juste pendant la révolution culturelle en Chine où là, ils ont été imposés, le mariage était imposé. Donc, ils devaient se marier, mais pour eux, ça n'avait aucune signification. Et maintenant, ils peuvent de nouveau ne plus se marier. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que quand j'y suis allée, je discutais avec des jeunes. Alors, paradoxalement, les personnes âgées donc ne se marient pas. Il n'y a pas de pacte de mariage, ça n'existe pas. Je peux fermer ça. Ok. Et les jeunes, comme maintenant de plus en plus, donc vous allez n'importe où en brousse, au fin fond de la brousse, maintenant tous les jeunes, ils ont accès au téléphone, hein, donc ils voient ce qui se passe ailleurs. Et donc les jeunes, eux, veulent se marier parce qu'ils considèrent que c'est moderne de se marier, alors que les anciens ne se mariaient pas. Donc voilà. Et c'est vrai que cette Dabou, là, cette dame, quand je l'ai croisée en train de bêcher sa terre, je lui ai posé la question, enfin, à travers mon fixeur, parce que on ne parle pas la même langue. Et je lui ai demandé si elle aurait voulu se marier. Et je raconte toujours cette anecdote parce que ça m'a vraiment. Elle a éclaté de rire. Elle m'a dit mais pourquoi faire? Donc voilà. Donc, Donc on voit, oui, puis l'angle de la photo, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que l'angle de la photo, à partir de la Terre, il y a toute une symbolique, quoi. Elle règne un peu en maître ou en maîtresse. absolument, oui. Absolument. Alors après, c'est vrai que dans toutes ces communautés que j'ai rencontrées, elles n'ont pas forcément un pouvoir politique, hein. Alors, c'est par exemple là, le maire de là où j'étais, c'était un homme, donc voilà. Mais le pouvoir, il est ailleurs. Il est plus dans la transmission. Il est économique aussi. C'est elle qui gère la bourse, comme par exemple au Mexique, Ouais. chez les apothèques, où là, donc une société plutôt machiste, hein, où il y a cette communauté à Fuchitan, donc à Oaxaca. Donc c'est là où Frida Kahlo, que vous devez tous peut-être connaître, s'est inspirée aussi de ces magnifiques fleurs, robes fleuries, etc. Et donc là, par exemple, l'homme, lui, il est responsable pour la matière brute. Donc c'est lui qui s'occupe de l'agriculture, de la pêche, de l'agriculture et la pêche essentiellement, et c'est elle qui fructifie ça à travers le marché. Donc les marchés sont exclusivement féminins, donc c'est elle qui gère la bourse, qui garde l'argent, et si il veut de l'argent, ben, il doit demander à sa femme de lui donner de l'argent de poche. Donc voilà, donc là c'est vraiment plus économique. C'est pour ça que je disais que vraiment chaque communauté a sa particularité. Et c'est vrai que chez les apothèques, donc chez les femmes apportent la valeur ajoutée du produit brut. Exactement. Donc c'est comme si voilà, elles avaient une vraie contribution et voilà, on a du mal à imaginer en fait que les rôles s'inversent, c'est-à-dire que les hommes sont financièrement dépendants de leurs femmes. Voilà. Et ça, c'est plutôt intéressant à constater, quoi. Il y avait aussi, parce que bon, on ne peut pas faire toutes les communautés, bien entendu, mais si on devait en sélectionner deux autres, tu m'as parlé alors le nom Minangkabau. Voilà, imprononçable. Donc c'est vrai que l'Indonésie, donc en Indonésie, l'Indonésie étant le plus grand pays musulman au monde avec plus de 200 millions d'habitants. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces Minangkabau? Donc déjà, ils sont à peu près environ 5 millions. Donc c'est quand même beaucoup, contrairement aux Lemosso qui sont à peu près 40 000. Enfin voilà, ça varie selon les communautés. Mais voilà, donc là, c'est la plus grande communauté matrilinéaire au monde depuis plus de 2000 ans. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est que là aussi, donc pays musulman, où normalement la fille hérite moins que le garçon, sauf que là, c'est elle qui hérite tout. Donc en fait, ils ont associé la date, qui est le droit coutumier pré-islamique, qui donc, c'est un droit coutumier qui donc, a plusieurs règles, on va dire, dont l'une d'elles, c'est que c'est la fille qui hérite et non le garçon. Et bien là, ils ont associé ça à l'islam et ça marche très bien. Voilà, donc c'est la femme qui hérite la maison, la terre, et alors là, il se marie pour le coup, et donc pareil, matrilocal, donc l'homme quitte son clan pour aller s'installer dans le clan de sa femme, donc il va chez elle, et s'il divorce, s'il se sépare, et ben c'est l'homme qui part. Il part, elle garde les enfants, la maison, elle garde tout. Et il n'a plus d'autorité sur ses enfants. Il n'a plus d'autorité sur ses enfants, exactement. Ok, alors il y avait aussi, alors moi j'aimerais bien qu'on parle aussi du Kenya, parce que alors le Kenya, je vais enlever
ça pour vous montrer la très très belle couverture. Donc c'est la communauté, enfin je ne sais pas si on dit communauté d'ailleurs, société des Oui, Samburu, Samburu et Turkana, c'est ça? Oui. Du Kenya. Donc une mention un peu spéciale pour le Kenya puisque c'est un pays où tu es retourné plusieurs fois, tu es retourné récemment. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette communauté? Alors le Kenya, il est un peu particulier parce que d'une part, c'est un peu la matrice de tout ce travail. Donc c'est vraiment le premier où je suis partie avec mon sac à dos sur le terrain et j'ai rencontré donc ces femmes assez incroyables. Et il est aussi un peu différent parce que là, on ne parle plus vraiment de matrilinéarité ni de matrilocale, c'est vraiment un autre. Mais j'ai voulu l'inclure parce qu'en fait, l'idée, c'est pas que de parler de matrilinéaire, c'est vraiment de parler des femmes qui ont, voilà, qui ont une place centrale. Et donc, en fait, ces femmes, elles ont toutes subi des violences conjugales, hein, toutes sortes de violences, y compris l'excision, hein, qui est encore très répandue au Kenya. Et elles ont décidé de quitter leur mari avec enfants et elles ont fondé un village. Donc, à l'époque où j'y suis allée, il n'y avait que 2 villages, villages de femmes. Mhm. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est un phénomène qui s'est répandu un peu dans cette région. Il faut savoir que chez les Samburu, comme chez les Maasai, au fait, ils ont une culture très, c'est des cousins, enfin, ils ont une culture avec le travail des perles et tout ça. Ils ont un peu les mêmes coutumes. La femme a quasi, enfin, elle est inexistante, quoi. Elle n'a aucun droit, elle ne peut jamais hériter de rien, c'est elle qui fait tout le travail, voilà, elle est souvent maltraitée, etc. Donc, c'est d'autant plus courageux qu'elles ont eu cette force de créer ce village qui est constitué uniquement de femmes et d'enfants, garçons et filles. Et donc, les garçons, à l'âge de 16 ans, doivent quitter le village et peuvent revenir en visite, bien sûr, mais plus y séjourner. Alors, il faut savoir que ce soit là ou dans toutes ces communautés, elles ne sont pas contre les hommes, hein. On n'est pas dans un truc, ouais, les hommes abattent les hommes, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que, voilà, bon, dans ce cas, elles ont vécu des histoires assez terribles. Donc, voilà, elles se protègent. C'est comme une sorte de refuge pour elles. Mhm. Et dans les autres communautés, les hommes font partie de cette société et acceptent. Parce que ça aussi, je demandais, est-ce que parce que pour vous, Mhm. ça peut paraître illégal quelque part. Pourquoi la fille hérite tout et pas le garçon? Est-ce que c'est juste ou pas? Bon, ça, c'est encore tout un autre débat. Mais eux, leur réponse, c'était, bah non, ça a toujours été comme ça, donc ils ne se posent pas la question et ils acceptent. Mhm. Après, bon, après, je parlerai de ça après par rapport à ma démarche en tant que photographe et non anthropologue, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, je Mhm. reprends là-dessus. Et voilà, donc du coup, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce village de femmes. Et comme elles sont quand même si elles sont magnifiques avec des parures, voilà, elles sont quand même très pauvres. Et donc, je leur ai promis que j'allais créer une association pour les aider suite aux ventes de bijoux que je ramène régulièrement et de mes photos, parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup vendu, que ce soit en galerie ou y compris chez Farida qui est ici, et dans les magazines. Et donc, depuis maintenant 14 ans, je leur envoie régulièrement de l'argent pour les aider. Et je suis retournée récemment. Alors, on était en lien toutes ces années-là, parce que maintenant, voilà, avec WhatsApp et tout ça, on garde un lien. Mais on ne s'était pas revus depuis. Et là, ben, j'en reviens, là. J'y étais et c'était... j'ai pleuré, là. Ouais. Non, c'était super. Vraiment, c'était très, très émouvant parce que ben, elles m'ont tout de suite En fait, je suis arrivée dans ce bled, hein, en brousse, au milieu de nulle part. Ça faisait Et quoi, 10 ans que vous ne vous étiez pas vus? 14 ans. 14 ans. Voilà, Mhm. 14 ans, ça me rajeunit pas, hein. Mhm. Et donc, bah, je suis arrivée dans le seul petit hôtel. On se croirait dans un film de cow-boy, hein, western, il y a genre 4 maisons. Je rentre dans le petit hôtel et il y a 3 femmes, dont une d'elles qui est là, Vas-y, montre-nous. qui s'appelle Alamash, elle. Ouais. Tu m'as dit Qui... qu'elle avait bien vieilli. Ouais. Oui, oui. Les 3 m'ont sauté au cou, elles m'ont reconnue. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent par là non plus, mais elles m'ont reconnue tout de suite. Et donc, je lui ai montré la photo, donc je leur ai offert un livre. Et donc, j'ai une photo d'elle, bon, je n'ai pas ici, mais où elle pose avec ça. Et c'est vrai que voilà, donc j'ai refait des photos 14 ans après. Et donc là, je prépare la suite de ce livre, le tome 2 pour 2025,
où je vais clôturer l'histoire avec elle. J'ai commencé avec elle et je terminerai avec elle, et puis je continue bien sûr à les soutenir. Voilà, donc c'est vraiment une histoire personnelle et elle mérite une place, je trouve, dans ce Ouais. livre. Oui, et puis surtout, ce qui fait la spécificité de ce village, enfin de ces communautés-là au Kenya, c'est que c'est des villages exclusivement gérés par des Oui, femmes, oui. où les hommes sont interdits, enfin jusqu'à Après, l'âge de encore 16 ans, voilà, voilà. mais Après, si elles veulent avoir une relation avec un homme, elles quittent le elles village et quittent elles le village, reviennent, elles mais voilà. reviennent. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Rebecca Lolosoli, tu veux en parler, qui est la première femme à Oui, avoir lancé oui, ce... oui, c'est Rebecca, oui, alors, bon, avec elle, bon, oui, Rebecca Lossely, c'est en fait la première, voilà, beaucoup de mérite maintenant, c'est vrai qu'elle est devenue, bon, elle fait du business, elle a raison, Hmm. c'est normal, et c'est bien, mais disons beaucoup de gens la critiquent aujourd'hui parce elle a pas forcément une façon de faire qui est très respectable, on va dire. C'est pour ça que moi, quand je suis arrivée, c'était Umoja, c'est le premier village qui a été créé par elle que j'ai voulu couvrir, mais voilà, elle m'avait demandé beaucoup d'argent et c'était pas possible, Ouais. donc c'est là où j'ai rencontré cet autre village, El Tongay, et depuis, il y en a maintenant plusieurs. Ouais, d'accord. Voilà. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que vraiment c'est un concept qui se développe La dans cette Fleurie, région ouais. avec la fleurie. Ouais. Hmm. Donc, Et pour qui, en fait, c'est un village donc exclusivement féminin, où la démocratie participative, elle oui, est hyper voilà, c'est ça que je importante. voulais dire Ouais. exactement. Donc au fait, comme c'est dans un, il y a des safaris autour, hein, donc il y a quand même des touristes qui vont pas mal dans cette région. Et donc, en fait, elles vivent de ça, elles vivent du tourisme en vendant leurs bijoux en perles. Et lorsque donc, tout ce qu'elles gagnent, donc chacune étale donc, les bijoux qu'elle a fait et donc l'argent qu'elle gagne, il y a 90%, chacune garde 90% de ce qu'elles ont gagné, de ce qu'elles ont obtenu, et 10% va dans une caisse commune qu'elles partagent pour acheter une vache, scolariser un enfant, etc. Et ça a l'air de vraiment bien marcher aussi. Est-ce que dans tous ces voyages, tu as constaté que finalement, le fait que les femmes soient aux commandes soit lié, enfin que le rapport au business, au quotidien, le rapport à la vie soit différent du fait que, évidemment, les femmes, lorsqu'elles deviennent mères, ont un rapport sacré à la vie, puisqu'elles portent la vie et elles la donnent. Est-ce que tu penses que justement ces sociétés régies par les femmes nous apprennent aussi à être plus humains ou être en tout cas dans une perspective plus circulaire? Bah, c'est ce qui est difficile, d'ailleurs, c'est-à-dire que ça reste quand même des micro-sociétés, donc c'est pas, donc c'est, comment dire, c'est, oui, enfin, de toute manière, c'est clair que ça m'a l'air en tout cas plus juste. Maintenant, comme j'explique toujours, moi je suis reporter, je ne suis pas anthropologue ni ethnologue, et c'est vrai que les gens, ils ont tendance à, bon, parce que j'ai été invitée à différentes radios ou autres pour faire des interviews, et on me dit, ah, vous êtes spécialiste du matriarcat ou du matrilinéaire, et je leur dis non, hein, je ne suis pas spécialiste de rien du tout, je suis reporter, je reste 2 semaines sur le terrain. Je raconte une histoire, c'est un échantillon. Hein, voilà, après, j'essaie d'être au plus juste, bien sûr, au plus proche de la réalité. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects qui mériteraient plus de profondeur pour, voilà, un ethnologue ou une ethnologue passe 20 ans sur une communauté. Moi, vraiment, voilà, c'est vraiment, je prends des petits bouts. Et donc, mais oui, moi je pense qu'en tous les cas, oui, je pense qu'il y a des choses à retenir de leur façon de faire, et on a toujours, surtout dans notre monde occidental, à être un peu donneur patriarcal, un peu donneur de leçons et de modernité par rapport à d'autres communautés non occidentales. Et je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres, et qu'il n'y a pas une communauté qui fait mieux qu'une autre. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses à retenir, oui, bien Ça t'a permis évidemment. de regarder aussi peut-être différemment ta manière de vivre lorsque tu reviens, j'imagine, de ces destinations. Est-ce que tu t'imprègnes de quelques enseignements? Si tu devais retirer quelque chose, ce serait quoi? Attends, je réfléchisse là. Bah, de toutes les manières, que ce soit ça, parce que bon, je travaille pas que sur les femmes, c'est vrai que c'est mon gros travail, mais dans tous les reportages que je fais, de toutes les manières, c'est un métier qui nous permet
bah, qui m'a enrichi énormément parce que voilà, on est confronté à toutes sortes de situations, toutes sortes de cultures, toutes sortes de différences partout et on se rend compte que malgré toutes les différences qui semblent nous séparer, au fait, on aspire tous plus ou moins à la même chose au final. Et donc oui, bien sûr que ça m'apporte une chose en tant que femme aussi. Oui, j'ai grandi avec ça. Je n'étais pas forcément féministe avant et je le suis devenue de par ma sœur à l'origine et de par ce travail qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la place de la femme dans notre société. Alors, tu as évoqué tes projets futurs, notamment avec l'association, mais pas que. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus enfin, ce nouveau projet sur lequel tu travailles? Donc, Le la tome 2. continuité ouais, Oui, de bah alors, Asperge. ce qui est super, c'est que maintenant que j'ai ce livre et que donc je continue, donc le livre a eu beaucoup de succès auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc ça a été une belle surprise. Et avec mon éditeur, on a décidé de faire un tome 2 parce qu'au fait, au départ, il y avait plus de communautés, mais comme il y a eu le Covid entre-temps, donc on l'a quand même sorti. Mais pour moi, c'était un peu une frustration parce que voilà, j'avais pas toutes les communautés que je voulais mettre. Donc du coup, on fait un deuxième. Et ce qui est super, c'est que maintenant, dans les communautés, donc là, depuis, je suis allée en Colombie et au Ghana et en Inde et au Kenya. Et là, il y en a encore quelques-uns qui arrivent jusqu'à la fin de l'année. Et ce qui est super, c'est que maintenant, je peux apporter ce livre et donc je l'offre bien évidemment à la communauté. Et petite histoire autour, ben, en Colombie notamment, chez les Wayuu, qui est donc à la frontière du Venezuela, dans la Guajira, dans le désert colombien. Là aussi, j'ai rencontré donc une communauté matrilinéaire amérindienne. Et ce qui était génial, c'est que j'avais donc ce livre, donc je faisais une démonstration en prenant les pages avec mon fixeur qui me traduisait une fois de plus. Et fixeur, très important, j'en parle toujours parce que c'est vraiment notre guide, quoi. Un fixeur, c'est vraiment c'est la personne qui nous ouvre les portes, qui nous permettent d'aller dans l'intimité quand même de ces gens, parce qu'on ne peut pas débarquer comme ça, toc toc, salut, je vais venir faire des photos. Donc c'est vraiment la personne qui nous ouvre les portes et qui nous traduise, etc. Et donc je tournais les pages, je montrais un petit peu toutes les photos et donc entourée de voyous les Amérindiens, là, donc de tout âge, du plus petit au plus vieux, et ils étaient très attentifs, donc comme vous, là. Ça faisait vraiment plaisir avec leur téléphone, ils faisaient des photos, ils écoutaient. Et il y a une vieille dame qui vient me voir à la fin et qui me dit, qui me remercie, qui me remercie parce elle m'explique que, parce que dans beaucoup de traditions sont en train de disparaître. Alors, il y a des mauvaises traditions qui doivent disparaître, mais il y en a des bonnes qui, voilà, qui malheureusement partent aussi. Ils disent, voilà, maintenant, la menace actuelle, j'entends beaucoup la technologie, donc c'est-à-dire le téléphone. Donc, les jeunes, ils ont accès à autre chose et ils ont droit aussi, hein, bien évidemment, on ne va pas leur dire que non, mais c'est vrai que du coup, ils veulent partir, ils veulent plus de ces traditions. Et donc, cette dame me disait, voilà, grâce à vous, grâce à vos photos et votre livre, les générations futures pourront voir comment leurs ancêtres vivaient. Et pour nous, c'est très important. Et ben, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, voilà, ce livre, moi, comme d'autres, je ne suis pas la seule à faire ce genre de livre anthropologique, mais c'est vrai que du coup, ça permet, enfin, c'est des témoignages pour les générations futures. Et ça fait plaisir que, voilà. Et par exemple, là, au Kenya, on voit la dame qui est maquillée parce qu'en fait, elle se maquille avec, avec des pigments rouges mélangés à de la graisse animale. Et donc, c'est comme nous, on met du mascara. Elle se maquille donc la moitié du visage. Et donc, quand j'étais sur cette photo-là, il y a une dame, ouais, là, on la voit, et puis là aussi, là elle a maquille, et puis là on la voit bien aussi, le rouge ici. C'est très joli ça. Et donc là en Colombie, chez les Wayuu, ils font la même chose, sauf qu'avec la terre aussi, sauf que eux ils se font des dessins, comme ils sont animistes, ils se font des dessins, des papillons sur le visage. Et elle disait, regarde, regarde, ils font la même chose que nous. Donc ça aussi c'est une façon de dire, tu vois, ah, voilà, ils sont comme à le bout du monde, mais ils ont des choses similaires, quoi. Donc ça faisait un peu un pont comme ça entre les différentes cultures. Et c'est ça que je trouve aussi agréable, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que ce livre maintenant m'ouvre encore plus de portes à être admise plus facilement dans ces communautés parce que c'est pas toujours évident. Ouais. Là où c'était le plus dur, je dirais que c'est à Ouessant.
en Ah oui? France. Ah oui, bizarrement. Chez les femmes bretonnes. Les femmes bretonnes, elles ont du caractère, hein. Ouais. C'était parce qu'en fait, j'ai eu la chance de rencontrer les dernières femmes qui ont connu encore l'époque des marines marchandes où les hommes partaient pendant des mois et des mois en mer. Et donc, les femmes restaient seules sur l'île pendant 6 mois, 7 mois. Et donc, du coup, elles ont géré elles-mêmes l'île, hein. C'est elles qui géraient tout, y compris les travaux que faisaient les hommes à l'époque. Et au départ, elles n'ont pas trop ouvert leurs portes, hein. Elles ne se sont pas livrées à moi. Et puis, tout doucement, voilà. Et elles sont toutes décédées. Il y en a une qui est encore là. Mais donc, j'ai eu la chance de les rencontrer. Voilà, elle n'est plus là, de les rencontrer, ces dernières dames qui ont encore connu cette époque. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que on a tendance à imaginer que tu es parti dans des contrées très lointaines, mais tu es aussi parti Enfin, je voulais en... vraiment trouver quelque chose ici en Europe. Alors, Ouais. difficile, mais Il y a voilà. l'Estonie aussi. Il y a l'Estonie aussi, Ouais. oui, qui est la même histoire que là. Donc, c'est pareil, une île de 15 km² en Estonie, au large de l'Estonie, avec aussi les hommes qui partaient. Même histoire, alors vraiment identique là pour le coup. Oui, parce qu'en fait, en vrai, ce que ça souligne, c'est que les femmes de tout temps ont été des gestionnaires. Elles ont toujours dû Même si gérer. on a Ouais, tendance à dire qu'elles étaient ouais, dans l'ombre, oui, elles étaient dans l'ombre à travers l'histoire, mais il y avait toujours des femmes qui faisaient des bien choses sûr. jusqu'à aujourd'hui, et Ouais. absolument, Qui ouais. savaient gérer l'argent, le Ouais, back-office, ouais, quand les hommes partaient en mer ou quand ils ouais. partaient On ne en parlait pas guerre. assez d'elles, mais Ouais, maintenant on en parle de plus en ouais. plus, tant mieux. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. N'hésitez pas. Mesrine? Alors, le point commun entre ces mini-sociétés, en fait. C'est quoi le point commun? Le point Bah, commun. comme je disais, c'est vraiment parce elles ont vraiment une place importante, centrale, quoi, par rapport à dans leur communauté. Donc, dans une communauté, ça va être le pouvoir économique, l'autre, ça va être la transmission, euh, la prise enfin, décider comment répartir les tâches agricoles, par exemple. Donc, vraiment, je dirais que c'est ça, le point commun. C'est vraiment une place importante, centrale. Je dirais pas de pouvoir, parce on n'est pas là-dedans. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas une question de pouvoir. Il y a vraiment un certain équilibre. Alors, là, j'étais en Inde, par exemple, il y a quelques mois, dans le nord de l'Inde, dans le Meghalaya, à la frontière du Bangladesh. Et là, c'est une communauté qui s'appelle, c'est les Khasi et les Jaintias. Et eux ne sont pas indiens. Ils sont, en fait, leurs origines, apparemment, sont d'origine cambodgienne. Enfin, ils ont vraiment un physique qui ressemble aux Cambodgiens, pas du tout aux Indiens. Et eux, ils sont matrilinéaires et matrilocales. Et là, donc pareil, toujours pareil, l'homme va chez la femme, etc. Et c'est la femme qui hérite donc la terre, les maisons, la maison et le commerce. Donc l'homme, il n'a vraiment rien. Et c'est le seul endroit où là, parce qu'on me demande souvent, mais est-ce que les hommes acceptent? Ben, ils disent que oui, après, voilà, à savoir. Mais là, pour le coup, il y a une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années par un groupe d'hommes cassis, donc de cette communauté, qui réclament, bah, c'est des féministes masculins, je sais pas, qui Masculiniste. réclament, voilà, masculistes, qui réclament que eux aussi aimeraient hériter de quelque chose. Ce que je peux entendre, parce que bon, j'ai interviewé le président de l'association, ce que j'ai moins aimé par contre, c'est son discours, parce qu'il disait que bon, qui veulent hériter aussi, qui est plus de, voilà, ok, pourquoi pas, mais sauf que eux, ce qu'ils veulent, c'est à terme de retourner, c'est-à-dire que eux, ils veulent que ce soit eux qui héritent et non pas. Voilà. C'est-à-dire qu'ils disent, parce qu'ils disent que les hommes, de part du fait qu'ils n'héritent rien, ne se sentent pas responsables de la famille. Apparemment, il y a un grand problème d'alcoolisme et de drogue aussi. Il dit que c'est à cause de ça. Mais bon, j'ai rencontré aussi une rédactrice en chef d'un journal local qui m'expliquait que c'était pas ça la cause, c'était parce qu'il y avait un manque de travail, enfin, etc. Et qu'eux, ils s'appuient là-dessus. Donc voilà, donc là, il y a eu il y a ce cas-là, mais vraiment que là-bas. Sinon, dans les autres communautés, ça a l'air d'être assez accepté. Enfin, de manière, ça fait partie de la tradition. Ouais. C'est des questions qu'on se pose plus. Alors, ça risque d'être menacé, ça, hein, dans les générations futures. Oui, puis c'est vrai que ce qui ressort quand même de ton ouvrage, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une certaine équité. C'est-à-dire que les femmes, elles n'ont pas pour objectif de prendre le pouvoir et Exactement, d'écraser l'homme. exactement. Donc c'est une question Exactement. d'équilibre des pouvoirs. Ouais, ouais. Il y a une autre question? D'autres questions? Malika? J'avais une question. Je suis très curieuse de savoir, déjà, c'est remarquable le travail que vous avez fait. Ça a l'air vraiment très passionnant. Merci. Je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous êtes prise, on va dire, pour rencontrer ces micro-sociétés, ces communautés. Est-ce que vous négociez quelque chose? Avant d'aller sur le terrain, Avant c'est d'aller ça? sur le terrain, oui. Et est-ce qu'ils vous demandent quelque chose en retour ou ils le font de façon assez facile, il n'y a pas de négocier ou pas de négocier?
Oui, oui, je Quels sont comprends. ces bons termes? Non, ben, déjà, en tant que reporter, que ce soit ce travail ou n'importe quel autre travail, on prépare à l'avance le sujet, quoi, on l'étudie, etc. Ensuite, bah, j'ai parlé du fixeur tout à l'heure, ou de la fixeuse, mais en général, c'est des hommes. Parfois, j'ai eu des femmes, mais c'est plus rare, qui sont vraiment la personne clé, quoi. Moi, vraiment, je les porte comme ça parce que sans eux, et ils sont d'autant plus importants sur les terrains de guerre, par exemple, où là, bah, les reporters de guerre, ils peuvent pas faire sans, quoi. Je veux dire, c'est eux qui leur amènent les informations, etc., et qui leur disent où ils peuvent aller sans danger. Mais là, dans le grand reportage, c'est la même chose. Donc, c'est eux qui nous introduisent auprès des familles, qui nous présentent auprès des familles, qui traduisent, qui nous expliquent comment les choses fonctionnent, etc. Parce que sinon, surtout que je suis vraiment les gens ont tendance à croire que j'y reste des mois et des mois, mais c'est 2 semaines, hein, ça va vite. Alors, je ne peux pas être plus longtemps parce que d'abord, c'est budget et puis j'ai une famille quand même aussi. Il faut que je retourne parfois à la maison quand même. Et puis voilà, donc 2 semaines, ça va vite. C'est trop peu, c'est frustrant. Pour moi, c'est voilà, c'est quelque chose qui, c'est vrai, j'aimerais faire plus, dire plus, comprendre plus. Et il y a forcément des choses qui m'échappent. Je ne peux pas tout dire dans ça. Je ne dis pas tout. Mais bon, je pense que le succès du livre est aussi lié au fait que ce terme matriarcat, matrilinéaire, tout ça, déjà matrilinéaire, c'est un trop scientifique. Enfin, c'est un mot qui est pas très attractif, on va dire, par rapport à, c'est pas tout le monde dit matriarcat. Mais, euh, mais je ne suis pas la première à parler de ça, hein. Ça a été beaucoup traité notamment par des scientifiques qui écrivent des livres que personne ne comprend, à commencer par moi. Moi, quand j'ai lu des ouvrages écrits par des... Parce que j'ai rencontré, donc c'est aussi comme ça que j'ai préparé ce travail, j'ai rencontré les ethnologues, etc., ici en France, spécialisés donc, dans ce domaine ou dans des tribus que j'ai traitées. Et je leur disais, moi, je lis votre livre, je relis 5 fois le paragraphe, et ils étaient d'accord avec moi, parce qu'en fait, ils ont un jargon, ils se comprennent entre eux, et le grand public, nous, on ne comprend rien. Donc, et là, mon livre, je pense qu'il est vraiment accessible à tout le monde, d'abord parce qu'il y a des photos, donc déjà, ça parle. Mais voilà, après, moi, je ne suis pas écrivaine, hein. Les mots, c'est pas mon truc. Je préfère l'image. Donc voilà, donc là, pour le coup, j'ai beaucoup écrit, ce qui n'est pas mon cas habituellement. On parle toujours en binôme, normalement, journaliste et photographe. Là, pour le coup, j'ai beaucoup écrit, ce qui était pour moi beaucoup de sueur. Mais c'est vrai que c'était d'autant plus enrichissant parce que je suis rentrée plus dans le sujet, étant donné que là, je faisais les deux, ce qui n'est pas évident à gérer sur le terrain parce qu'il faut faire et la photo et l'interview et nanana. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais enfin, voilà quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, complètement. Cécile? Euh, j'ai une question. Comment elles font société entre elles? Comment ça s'organise? Vous parlez des micro-sociétés où elles sont hors Oui, de la société oui. avec les autres. Comment elles gèrent? Comment vous avez pu observer? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, qui sont redondantes entre les différents groupes que vous avez rencontrés? Comment elles organisent leur vie entre elles en fait? Bah, encore une fois, ça dépend, chacune est différente, Il y mais a pas des points ou des choses qui sont redondantes d'une société à une bah, autre. déjà Et là, ça les dérange pas trop. pour la plupart c'est des traditions très anciennes, hein. Certaines plus de 2000 ans, que ce soit chez les Mosso en Chine, chez les Zapotèques au Mexique, en Indonésie aussi, chez les Minangkabau. Donc tout ça, c'est vraiment très ancien. Ensuite, comment elles s'organisent entre elles? Ben, en fait, elles suivent les traditions. Je sais pas. Non, non, en termes de politique, économique, Bah, politique, entre elles, elles n'ont pas vraiment la forcément, vie de société. oui, elles n'ont pas de pouvoir politique en soi. C'est vraiment économique et la transmission et sociale. Voilà, exactement. C'est pas politique. Dans aucune société, c'est l'homme qui, c'est toujours l'homme qui est le maire du village. Enfin, sauf pour le village de femmes, c'est encore différent. Mais Donc c'est intéressant quand même de voir que le pouvoir après, politique est d'entre les mains oui, des hommes en général. quand même. C'est pas aussi parce que les gens, il y a un peu un fantasme autour du matriarcat, on imagine que non, il y a quand même, voilà, nulle part est parfait, hein, de toute manière. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des modèles de société moderne sur le matriarcat? J'ai cru comprendre que c'était le cas pour la Jamaïque. Ah ben je suis pas au courant. Vous m'en dites oui? Oui, parce que je m'étais un petit peu renseigné parce que je voulais écrire un petit truc sur. Il y avait un passage en Jamaïque et j'avais regardé un petit peu, j'avais cru comprendre que c'était le cas là-bas, que les femmes avaient une place un peu particulière D'accord. Ah oui. et que justement les hommes se mariaient pas, qu'ils occupaient plusieurs foyers et qu'ils faisaient tour à tour.
Les hommes se marient pas ici, ils ont Oui. plusieurs femmes. Ouais, voilà, Et ils les femmes vont se d'une marient maison à pas, une autre. ouais, Bah, ça, c'est le cas en Grande Comore, là où j'ai été. Par exemple, je devais apparemment, rencontrer c'est le cas actuellement. en Jamaïque. Ouais. Oui, on m'a parlé récemment de la Jamaïque, mais je sais pas, je peux pas vous en dire plus parce que je connais pas. Mais par exemple, en Grande Comore, je devais absolument faire une photo d'une famille polygame parce que c'est assez répandu là-bas. Ouais. Oui, il y est pas là. Alors, non, si, la Grande Comore y est, mais cette photo n'y est pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai réussi enfin à voir, parce que je voulais absolument faire un portrait d'une famille polygame pour expliquer que c'est quand même la femme qui hérite. Donc, chaque maison appartient à une femme et c'est l'homme qui va d'une maison à une autre. C'est comme ça en Jamaïque, Alors, je sais apparemment. pas, moi j'ai regardé un petit peu sur Internet. Ouais, vite mais fait, je vais voilà, voir, ouais. je sais pas à quel point c'est comme ça. C'est actuel. Non, en tout cas, en Jamaïque, je sais pas, mais en Grande Comore, c'est vraiment depuis très longtemps aussi. Sauf que, donc, je devais faire cette photo de cette famille polygame. Donc, j'ai enfin réussi, par mon fixeur, à trouver cette famille polygame. Donc, avec ces deux femmes et ces 10 enfants d'un côté et de l'autre, des deux femmes, devant une des maisons. Et, euh, et donc, du coup, comment dire, oui, cette photo n'est pas là-dedans parce que bon, ça c'est une petite parenthèse, une petite anecdote aussi, mais le monsieur que j'ai photographié avec ces deux femmes a expliqué à mon fixeur que s'il voyait cette photo sur Facebook, parce que ça c'est un vrai problème maintenant, la photo avant en argentique, c'était pas du tout comme ça, maintenant on est confronté à Instagram, Facebook, tout ça, les gens ils voient tout maintenant, donc ils ont très peur de la photo, ça devient de plus en plus difficile de faire des photos, et là il lui expliquait que s'il voyait cette photo sur Facebook, qu'il le tuerait. Pas moi, mais lui. Donc, j'avais pas trop. Alors que cette photo, j'ai galéré pour la voir. En plus, c'est une belle photo. Et donc, je devais choisir est-ce que je la mets ou pas dans le livre. Donc, je ne l'ai pas mise pour protéger quand même Ça aurait coûté la vie à Ouais, quelqu'un. bah, peut-être pas, mais en tout cas, Ouais. je ne veux pas prendre ce risque d'être responsable de la mort de quelqu'un. Mais voilà, en tout cas, là, ils vont d'une maison à une autre. Mais je vais regarder pour la Jamaïque. Après, il y avait les mouchés. On va peut-être. Ah Les oui, mouchés, j'ai trouvé ça intéressant chez les les, enfin, apothèques. chez les apothèques. Oui. Ouais. Parce que Oui. ça pose la question aussi de. Enfin, vas-y. Après, je ne suis pas spécialiste de la culture amérindienne mexicaine, mais apparemment, d'après quelques trucs que j'ai lus, chez les Amérindiens, les travestis, c'est quelque chose qui était très accepté, dans beaucoup de communautés d'ailleurs, hein, pas que chez les... Et donc, chez les Apothèques, il y a donc des individus qui sont nés hommes, mais en fait c'est des femmes, et qui s'habillent mais qui portent ces belles robes. Et beaucoup de familles ont un mouché ou une mouché dans leur famille, et c'est donc souvent le mouché aussi qui hérite après des biens, parce que c'est elle qui s'occupe de la famille, qui s'occupe des parents, et donc qui récupère le... Et c'est considéré comme une bénédiction. Absolument. Voilà, on la voit là. Donc c'est le troisième sexe. Ils sont considérés comme le troisième sexe. Très bien. D'autres. Ah, Emma. Est-ce que vous avez déjà eu envie de faire un documentaire? Oui, alors j'ai été contactée il y a quelques années par une dame aux États-Unis qui veut faire un documentaire, donc refaire. Oui, c'est en discussion, en négociation. Et est-ce que ces femmes-là, elles seraient aptes? Enfin, J'ai gardé contact avec pratiquement toutes ces communautés. Donc, le fait d'être filmé, ça ne poserait pas de problème pour elles? comme par rapport à la photo, je pense pas que ça change grand-chose. Moi, je suis plus photo, j'ai jamais fait de documentaire, mais non, je pense pas que ça pose un problème, non. Comment? Sauf pour celui qui voulait tuer. Oui, voilà. Exactement. Le fameux. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai qu'en documentaire, ça serait intéressant, je pense, pour prolonger ce travail. Bonsoir, moi je suis arrivée en retard, C'est excusez-moi. pas- Mais vous l'avez peut-être dit avant, mais j'ai une question en fait sur les rapports hommes-femmes. Bon, dans nos sociétés patriarcales, on a beaucoup de violences, on a encore énormément de féminicides, Est-ce qu'il y en a là? malheureusement. Et je voulais savoir si le fait que ce soit des sociétés matriarcales, si cette violence entre les hommes et les femmes, elle était aussi si elle existait,
s'il était moins marqué ou plus marqué, enfin, autant marqué qu'ici que dans nos C'est une sociétés. question que je posais à chaque fois et on me dit que non. Apparemment, il y a pas de violence faite aux femmes, sauf pour l'histoire du Kenya, Du Kenya, donc le village de femmes. Je ne sais pas si vous étiez là quand j'ai Non, du parlé coup, de ce village village. exclusivement féminin. Voilà. Mhm. Donc elles ont toutes subi des violences, mais il est un petit peu à part celui-ci parce que D'accord. vraiment elles ont créé donc un espèce de refuge de village de femmes, et maintenant il y en a plusieurs où elles se sont toutes réunies justement en ayant quitté un mari violent et D'accord. aussi elles se battent contre l'excision, donc elles-mêmes ont subi ça, leur fille non. Donc, mais sinon les autres communautés non, apparemment. Encore une fois, vraiment je tiens à dire, hein, parce que je veux pas là. euh, J'enquête, c'est un travail journalistique plus que c'est un travail anthropologique, même si c'est des photos anthropologiques, voilà, on va dire, mais ça reste un travail journalistique. Donc je dis des choses vraies quand même, j'espère, mais c'est vrai qu'après, on peut toujours aller plus loin. Il faut vraiment, je pense, y être. Puis c'est toujours difficile quand on vient de l'extérieur. Je pense que même les ethnologues, quand ils étudient une communauté qui n'est pas la leur, il y a des petites subtilités qui vont pas choper. Et alors moi, encore plus, quoi, parce que vraiment, je Oui, mais en pense. même temps, ton travail, je pense que ton travail, c'est un travail de rencontre. Oui, Et d'ailleurs, une de tes plus belles rencontres, c'est la rencontre avec Françoise Héritier, oui, avec qui tu... absolument. Qui devait écrire la préface. Voilà. Et malheureusement, elle est décédée 3 jours avant. Voilà. Donc, j'ai appris par la radio. Et donc, du coup, mon éditeur a choisi Laura Adler pour faire la préface. J'étais un peu partagée au départ, mais en fait, c'était un choix intéressant parce qu'elle connaissait Françoise Héritier, puis elle a écrit un livre sur elle aussi. Donc, ça faisait un peu 3 femmes, 3 générations autour d'une thématique. Parce que Françoise Héritier a travaillé donc, en Afrique aussi sur le genre. Et voilà, donc je lui donne hommage. Et là, pour le prochain, l'hommage sera auprès de Chili. Chili, c'est la chef du village de femmes. Elle est décédée une semaine avant que le livre sorte. Mm. J'ai pleuré là encore. Ah, À non, chaque non. fois, je dis, je pleure pas si moment. Quand je pleure pas, mon mari il me dit, oh, t'as pas pleuré cette semaine. C'est bizarre. Je pleure tout le temps. Ah, bah, je vais enchaîner avec une question alors. Vas-y, après Emma. Pardon. Vas-y, Mélène. Pardon, Emma. Moi, j'avais une question par rapport à ce féminisme qui est né justement, qui a été infusé par votre grande sœur, et ensuite qui est quand même, qui s'est développé, qui a vraiment émergé à travers ce travail. Quand on revient, en fait, moi j'aime dire qu'il y a autant de féminisme que de femmes. Dans quel féminisme on se situe? Parce que là, on est quand même dans des contrées voilà, lointaines, etc. Et quand on revient ici, vis-à-vis de notre féminisme, entre guillemets, occidental, européen, français. Pas toujours inclusif d'ailleurs. Voilà, c'est un autre sujet, mais voilà, comment Non, justement c'est une question aussi c'est une bonne question et c'est une question qu'on se souvent parce qu'en fait, on me demande souvent est-ce que ces femmes sont féministes ou est-ce que moi je suis féministe? Donc oui, je suis féministe. Voilà, je ne vais pas expliquer pour quelles raisons. Je pense est-ce qu'on est féministe parce qu'on est femme? Non, pas forcément non plus, hein. Non, Surtout que j'avais rencontré à Leïla quand j'ai voulu proposer mon livre. Il y a une maison d'édition à La Martinière où j'ai eu un retour comme quoi mon discours était trop féministe, voire vindicatif par une femme. Donc ça m'a quand même beaucoup, voilà, comme quoi il y a différentes façons de voir ça. Mais non, en fait, ces femmes, moi je dirais pas qu'elles sont féministes parce que nous, c'est vrai qu'en Occident, on aime bien mettre des étiquettes sur des mouvements, enfin des choses. Et elles ont toujours connu ça. Déjà, elles ne comprenaient pas pourquoi j'avais un intérêt pour leur façon de faire. Elles pensaient, beaucoup de ces femmes pensent que que chez nous, c'est la même chose. Alors, les jeunes, maintenant, ils voient le monde ailleurs, donc ils voient des choses autrement. Mais les anciennes ne comprenaient pas pourquoi j'avais cet intérêt pour elles. Et il n'y a pas cette question de féminisme. Pas féminisme, pour elles, c'est normal, quoi. Donc, il n'y a pas de questions là-dessus. Après c'est sûr qu'il y a différents types de féminisme. Alors moi, je me considère pas militante féministe. Je pense qu'il y a des femmes et des hommes qui font ça bien mieux que moi. Mais je pense, enfin, j'espère que ça a apporté un petit peu quelque chose à ce mouvement, on va dire. Mais je l'ai fait un peu peut-être sans. Je suis pas une intello, moi. Donc moi, je fonctionne beaucoup avec le cœur, avec les tripes, et puis je réfléchis après.
Donc, je pense que j'ai fait ce travail sans me poser ce genre de questions. Et puis, c'est au fur et à mesure que voilà, qu'on a une conscientisation voilà. de tout ça. Voilà. Merci. Très bien, s'il n'y a plus de questions, je vais te laisser. Ah, Guillaume. Ah, Guillaume et Nesrine. D'accord. Alors, c'est peut-être une question d'homme que je vais vous poser, mais est-ce que vous pensez que si vous aviez été un homme, Oui. vous auriez pu avoir le même grain de Non, qualité dans Je le... pense pas. Et c'est vraiment parce que c'est ce sujet. Hein. Après, les hommes font tout un, Oui, tout non, un non, travail. c'était Voilà, pour le, on est par rapport au d'accord. sujet. Oui, ben non, parce qu'il y a des moments où les femmes, voilà, par exemple, chez les Touaregs, c'est vrai que en tant que, enfin, quoi que je dis ça, mais par exemple, j'étais invitée à un mariage Touareg et on me mettait tout le temps avec les hommes. Comme ouais, tu connais ça. Et là, à un moment donné, je disais, bon, vous êtes sympa, mais moi, je veux aussi aller un peu voir les femmes. Je suis quand même ici pour ça. Et quand je suis arrivée, au départ, elles avaient du mal à m'accepter. Mais pas parce que je suis une femme, mais enfin, je pense que j'aurais été un homme, ça aurait été bien sûr pire. Le fait que j'étais une femme, ça a quand même aidé. Mais c'est aussi par rapport à l'appareil photo. L'appareil photo, ça reste quelque chose qui est très difficile et par exemple, chez les Touaregs, c'est les femmes qui se voilent. Enfin, non, pardon, c'est les hommes qui se voilent avec les chèches. Mais là, pour le coup, avec l'appareil, elle se cachait beaucoup aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est sûr que ce sujet-là fait par un homme, à mon avis, c'est pas évident. Et c'est vrai que en tant que femme photographe, il y a certaines choses qui sont plus difficiles sur le terrain, mais il y a aussi, on a certaines facilités. La femme fait moins peur que l'homme, je pense, en général. On rentre plus facilement à l'intérieur. Voilà. Farida est photographe aussi. Donc, C'est vrai que... voilà. Et c'est le double. En fait, c'est ça qui est marrant, entre guillemets, avec la photographie, c'est que l'appareil peut ouvrir comme fermer les portes. Et c'est ça qui est, voilà, c'est suivant le contexte. Ça peut être une porte d'entrée et de dire, voilà, c'est une photographe, etc. Et à l'inverse, elle va voler une image, c'est voilà. une image, c'est moi. Exactement. Il y a ce double tranchant. Vous posiez la question tout à l'heure par rapport à la négociation, là. Non, ben, l'idée, alors c'est vrai que moi, comment dire, partout où je vais, j'ai envie de donner quelque chose, ce qui n'est pas le cas de tous les photographes, les journalistes, hein, ils font leur boulot et ils se barrent, ils n'en ont rien à faire. Moi, je ne suis pas comme ça. Après, je ne peux pas non plus, voilà. C'est pour ça que pour ce village, j'ai décidé de créer une association. Après, je ne peux pas le faire pour tous les sujets que je traite, mais j'essaie d'apporter quelque chose. Ma façon, c'est que, ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais c'est vrai que les gens me racontent ils s'ouvrent très, très vite à moi, en fait. Je pense que c'est parce que ils sentent que je suis quelqu'un de gentil, que je ne juge pas. Je suis très souriante naturellement et au fait, j'ai beaucoup de facilité. J'ai un contact immédiat très facile. Je pense que c'est ce qui fait ma force avec les gens. Ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Hein. Il y a des photographes qui sont sans juger ni rien, mais qui sont plus fermés. Moi, c'est vrai que voilà, j'attire facilement et bon, bah, Puis il n'y a pas de volonté chez toi d'être intrusive. non, alors ça aussi, alors pareil, parfois je loupe des super photos, hein, ça je sais bien, parce que j'ai une limite. Il y en a qui n'hésitent pas, moi je me dis non, je respecte par exemple en Guinée-Bissau, je voulais faire des photos sur les bijagos, et là il y avait un rituel donc, vaudou, donc, enfin, où ils égorgent, qu'on appelle ça, un coq. Et après, donc, ils parlent aux esprits. Donc, je leur ai demandé, je voulais faire une photo. Alors, il faut savoir que les photos, c'est des photos sur le vif, mais il y a parfois des photos posées aussi. Et parfois, on demande aussi des mises en scène, mais des choses réelles qui se passent, mais qu'on reproduit. Donc, je leur ai demandé si on pouvait faire, je voulais faire cette photo. Donc, ils ont un peu hésité, ils ont fini par accepter. Donc, j'ai acheté le coq, ils ont compté dans une case entouré d'hommes et de femmes, avec le coq au milieu, avec le sang et tout. Il y a mon appareil photo, avec des photos, des lumières, des têtes incroyables. J'étais prête à faire mes photos. Et tout d'un coup, il faisait beau dehors. Tout d'un coup, il y avait un gros nuage qui est passé, gris. Et là, je sentais que ça commençait à discuter. Je sentais qu'il y avait un malaise. Et là, j'avais une fixeuse. Elle me dit, bon, il y a un problème. Ils ont parlé. Les esprits ont parlé. Ton appareil photo, dehors. Ils te laissent rester, mais ton appareil reste dehors. Je peux dire, j'avais des boules. Mais je voyais les photos défiler là. Et bon, j'ai respecté. Hein.
Donc, il faut, hein, il faut, il faut. Donc, parfois, il y a des photos qui vous passent à côté, souvent, mais bon, voilà, après, c'est comme ça. Alors, Moi, non. Oui. Oui. C'est une question par rapport à la représentation, comme vous avez dit, que l'effet des montres, les livres, a beaucoup aidé, parce que les films réussissaient à trouver des choses en commun Oui. avec les autres. Du coup, je me demandais surtout, quand vous proposez des projets, avant, quand vous n'avez pas les livres, et après, quand vous Ah avez oui, les bah, livres, c'était plus difficile, c'est sûr. et surtout, dans quelle façon changer la réponse par rapport à c'était quoi que les convaincances vont donné. Comment vous arrivez à trouver la possibilité de effectivement prendre des photos? Bah, comme je disais tout à l'heure, pardon, il y a le fixeur ou la fixeuse qui me permet de franchir cette première porte. Puis après, ben, c'est notre métier, hein, que ce soit pour ce sujet ou n'importe quel sujet, de se faire accepter assez rapidement et de rassurer les gens. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile pour la photo parce que tout le monde a accès maintenant à ça. Avant, quand moi j'ai commencé ma carrière en argentique, bon, après j'ai basculé au numérique parce que pour des questions économiques essentiellement, ça revient beaucoup, beaucoup plus cher l'argentique, même si ça reste plus magique quand même que le numérique, mais bon. Et donc du coup, quand on faisait des photos, par exemple j'avais un Polaroid, et donc je faisais toujours un Polaroid donc, que je donnais, alors là tout le village venait, enfin, c'était vraiment l'événement, quoi. Maintenant, la photo n'a plus cette même valeur, tout le monde peut faire des photos avec un téléphone, et donc c'est vrai que voilà. Avant, c'était vraiment, il faut discuter. Ça fait partie du métier de reporter. Il faut convaincre la personne qu'on n'est pas là pour faire du mal. Parce que là, c'est vrai, l'appareil photo, on a l'impression parfois qu'on sort un Kalachnikov, quoi, ça. Il y a des gens qui ne supportent pas du tout cet objet. oui, puis même dans certaines traditions, Oui, on vole on l'âme. vole l'âme Ouais, de ouais, la ouais, personne qui photographie. ouais. Nesrine? Et j'ai deux questions. Alors, la première, c'est lié à l'enfance, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses, j'imagine, qui se transmettent au niveau éducation pour préparer la fille à prendre cette place, étant une femme. Et la deuxième, comme on dit en patriarcat, donc c'est un pouvoir, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a plus de rivalité ou plus de... Entre les femmes? Oui. Non. Non. Franchement, c'est pas ce que j'ai ressenti, c'est pas l'écho que j'ai eu. Non, parce que c'est vraiment, je crois hein, que la raison, c'est vraiment, pour eux, c'est des traditions, ça ne se questionne pas. Alors, je pense que ça va changer, c'est en train de changer déjà, ça va changer. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir, qui veulent voir autre chose, ce qui est tout à fait compréhensible aussi. Moi, quand j'ai fait ce premier livre, ce qui me revenait le plus, c'était notre culture est menacée parce que les jeunes, pour des raisons économiques déjà, partent pour trouver du travail. Maintenant, là, avec ces dernières que j'ai fait pour le deuxième livre, là, on me parle beaucoup de technologie. Donc, voilà, il y a 10 ans, c'était encore moins, ça commençait, mais là, maintenant, c'est vraiment ça. On voit n'importe où. J'ai d'ailleurs des photos de gamins, comme le mien, hein. Oui. Voilà, à Donc, regarder leur téléphone, tous, on est en plein de brousse, mais nulle part, ils sont tous sur le téléphone, et donc ils ne s'intéressent plus aux traditions de leurs parents. Par rapport à l'enfance, est-ce qu'il y a des valeurs qui se transmettent? Normalement, oui. Normalement, oui, mais même ça, c'est menacé parce que y en a, ils veulent, ça les intéresse plus, ils veulent autre chose. Par exemple, chez les Touaregs, dans le désert, donc j'étais avec mon guide. Et à un moment donné, on était donc en plein désert et puis on a croisé une autre voiture, enfin, oui, un autre 4x4 avec une touriste et donc le cousin de mon chauffeur. Et donc on discute et il y avait un jeune apprenti guide et qui était avec lui, 20 ans, et il passait son temps alors sur le téléphone. Alors il regarde comme dans les airs, on n'est pas connecté, hein, sauf quand on est près dans une ville, mais il regardait quand même son téléphone, différentes choses. Donc il était tout le temps sur son téléphone, le jeune guide à devenir. Et à un moment donné, je lui dis à mon fixeur, et je lui dis, dis donc, vous avez la chance d'avoir toutes ces étoiles, et puis surtout la façon dont ils se dirigent, quoi. Ils arrivent à trouver les routes à travers les étoiles, les montagnes, les machins.
Et il me disait, oui, oui, ben ça, c'est en train de disparaître. Il me dit, tu vois, le jeune, là, il ne regarde plus les étoiles, il regarde son téléphone. Parce qu'il faut savoir que justement, quand j'allais au mariage, mon chauffeur, il me dit, on va récupérer quelqu'un sur la route. Est-ce que tu es OK? Je dis, oui, bien sûr. Donc, on me dit, on a rendez-vous à 10h. 10h du soir, rendez-vous en plein désert, on récupère quelqu'un. Donc, déjà, je me dis, mais comment on va faire? Il n'y a pas une lumière, il fait nuit. Et ben si, le gars il était là au milieu de nulle part avec son petit baluchon et on l'a récupéré. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont normalement transmises aux enfants, mais les enfants de plus en plus ne s'intéressent plus à ça, quoi. Donc ils savent plus se diriger comme leurs parents, leurs grands-parents, mais c'est GPS. C'est plus les étoiles là-haut, mais donc ouais. C'est pour ça que je disais qu'il y a des bonnes traditions et d'autres comme l'excision, ça, on s'en débarrasse volontiers. Donc, une troisième, là. Allez, vas-y, Nesrine. Est-ce que la femme aujourd'hui, dans ces mini-sociétés, elle est plus heureuse, épanouie, elle a trouvé son équilibre comme dans la société? Oui, je pense que oui. Enfin, elles ont quand même une belle place, quoi. Donc elles sont très respectées. Donc oui, oui, elles sont heureuses. Après, chez les hommes, à savoir, mais ils disent que oui, que c'est la tradition. Bon, sauf l'exemple en Inde que j'avais cité, mais oui, 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 à mon avis, elles sont heureuses. Après, bon, il y a certainement d'autres problèmes aussi économiques surtout, hein, parce que c'est quand même des communautés où voilà, elles ne roulent pas sur l'or en général. Merci. Eh ben, on arrive au terme de notre échange. Merci beaucoup, Merci. Nadia. Je te laisse le mot de la fin bon avant de faire un tirage au sort. Tu as beaucoup parlé, je sais, mais... Merci, surtout merci à vous de votre écoute. Merci d'être là et puis une prochaine fois peut-être pour le deuxième livre. Ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie, c'est nous qui te remercions pour ce très bel ouvrage, voilà, qui nous propose d'autres récits où les femmes transmettent et où la sororité, finalement, ce lien à l'autre, c'est pas qu'un concept, c'est une réalité, parce que même si on ne parle pas de féminisme, il y a quand même ce lien de sororité, de solidarité féminine qui se vit dans ces communautés et qui est même structurel en fait au bon fonctionnement de ces communautés. Merci aussi d'aider à déconstruire par la force de l'image, et on sait que l'image est un levier très puissant pour déconstruire les clichés inconscients qui habitent notre inconscient collectif. Donc merci beaucoup de faire ça et de faire connaître la puissance féminine qui existe dans ces sociétés dont nous sommes les héritières, dont nous sommes tous collectivement les héritiers. Alors maintenant, j'aimerais offrir ton bel ouvrage à un de nos adhérents, avec ma main droite, pas gauche. Et donc, Lydie Malandra, qui n'est pas là, mais ce livre est pour toi. Voilà, pour ma part, oui, je remercie au passage toutes les personnes qui sont membres de Femmes et Diversité, grâce à qui nous pouvons acheter les livres et les offrir. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous le 4 avril, ici même, avec Monique Grande pour aborder le très bel ouvrage de Monique Grande qui s'appelle « Quand les femmes pensent le monde ». Donc voilà, on est toujours sur des lectures sur les femmes et par les femmes. Merci à tous pour votre fidélité et je vous dis au mois prochain. Merci à Nadia.